première conversation littéraire du Festival D'une à la page, édition numéro 2. Je suis Claire Fournier, je suis journaliste, et notre invitée pour démarrer ce festival, c'est Kinga Wierzykowska. Alors, il paraît qu'on dit Wierzykowska en polonais. C'est parfait. Hein, oui, on prononce le RZ, Wierzykowska. Alors, on va se tutoyer parce qu'on ne va pas faire semblant, on se connaît dans la vie, donc je vais te tutoyer, Kinga. Et cet entretien, il est consacré donc à Princesse, ton second roman, après un premier roman qui a été assez remarqué, puisqu'il avait reçu le prix Françoise Sagan en 2023, dans ton roman que je vais évoquer bien évidemment. Et puis, il y a, comme je le disais, une fin pour le moins très étonnante, où on bascule dans le fantastique, donc ça on ne va pas trop dévoiler. Mais donc, pour commencer, Princesse, c'est le nom d'une lapine que se voit offrir le personnage principal, Barbara, même si en définitive il y a plusieurs personnages principaux. Est-ce que tu serais d'accord pour dire que c'est un livre choral ? Alors, déjà, je suis ravie d'être là. Voilà, donc merci beaucoup au festival, à Virginie et à Claire, qui me permettent d'être là devant vous. Alors, est-ce que c'est un livre choral ? C'est-à-dire que la manière dont déjà j'ai essayé de concevoir mon roman, ce qui me plaît en écrivant et en construisant mon intrigue ou ma narration, c'est réellement de jouer sur l'idée de la fausse piste, de quelque chose qui va dérouter le lecteur. Et donc effectivement, là, Princesse, tu le disais Claire, c'est le nom du personnage principal, mais c'est un personnage principal que j'ai conçu comme une sorte d'éternel personnage secondaire. À la fois parce que j'avais assez envie de travailler sur un personnage qui serait toujours au second plan. Donc, de construire ma narration autour d'un personnage qui viendrait comme un rebours, peut-être, voilà, il ne vous a pas échappé qu'on parle beaucoup, ou on titre beaucoup ces derniers temps sur des femmes puissantes, voire avec cet adjectif que j'aime pas beaucoup, inspirante. Enfin voilà, et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on fait quand on ne l'est pas ? Comme moi-même, j'ai été assez fascinée par des personnages qui sont des personnages du retrait, de l'arrière-plan en littérature, que ce soit le personnage de Bartleby, le scribe, qui est ce personnage qui parle très peu, qui est un personnage dont on ne sait pas bien s'il résiste ou s'il est purement passif. Eh bien, j'avais également envie de concevoir un personnage féminin qui soit un personnage du second plan et un personnage passif. Et également, effectivement, que je situais dans le monde d'aujourd'hui. Donc, j'ai mis au centre de mon roman un personnage qui, en réalité, est toujours décentré, à côté, en marge, et qui apparaît dans chacun des différents chapitres du livre, qui n'apparaît qu'en arrière-plan d'autres personnages qui, eux, prennent la lumière. Et c'est pardon, de t'interrompre, il y a un personnage aussi qui dit « elle est comme toujours derrière une vitre ». Barbara, voilà, elle est comme saisie, effectivement, comme derrière une vitre. C'est un personnage auquel on n'a jamais réellement accès. Et ce qui m'intéressait également, c'est que finalement, quand on lit des romans, c'est également parce que peut-être que l'un des plaisirs du romanesque, c'est celui de pouvoir se mettre dans la tête des personnages. On se dit souvent ça, voilà, donc on se met dans la tête des personnages. Et finalement, dans ma manière d'écrire, je campe des personnages et j'essaye de faire en sorte, dans ma narration, de me promener entre l'extérieur des personnages et leurs pensées. Mais le seul personnage ici, cette Barbara Alice, c'est le seul personnage auquel le lecteur n'aura jamais réellement accès. Et finalement, c'est peut-être un peu comme quand on est les uns avec les autres ensemble. On a beau discuter, on a beau passer du temps ensemble, en réalité, ce pouvoir romanesque d'être dans la tête des gens, eh bien, on ne l'a que dans les romans. Et donc finalement, Barbara Alice, ce personnage principal, j'ai aussi essayé de le construire peut-être comme le seul personnage non romanesque du roman. Donc on a autour des personnages dans la tête desquels on peut rentrer, et ce personnage-là résiste. On ne sait pas très bien ce qui motive ses faits et gestes. On pourrait imaginer en voyant le titre, donc après cette longue digression, je reviens à ta question première, en voyant le titre Princesse, on pourrait s'imaginer évidemment que ça porte sur le personnage principal, et en fait de nouveau ça échappe à ce personnage, c'est la lapine. Et puis Princesse, c'est aussi une référence à Yvonne, princesse de Bourgogne de Gombrowicz, qui est une pièce de théâtre fondamentale, en tout cas à mes yeux, sur laquelle j'ai beaucoup travaillé, qui m'a beaucoup marquée, et où le personnage d'Yvonne, cette princesse de Bourgogne, est un personnage qui ne parle quasiment pas de toute la pièce,
et qui est vraiment effectivement une sorte de personnage complètement passif, voilà, qui agace tout le reste. Pour la camper un peu, cette Barbara Lys, L-I-S, mais on pourrait aussi entendre L-I-2-S-E, c'est une créature étrange, presque autant que Salapine, jolie mais avec un physique assez commun, des yeux verrons. Elle fait partie aussi d'un monde assez lisse, celui d'une grande entreprise dans l'agroalimentaire, donc on est aussi dans la première partie du roman plongé dans cet univers-là. Et puis elle va décider de renouer avec ses racines polonaises, ça on y revient dans un instant. Barbara, c'est, tu l'as dit, aussi un peu un personnage secondaire dans la vie des autres, et dans le roman on ne l'entend pas. En fait, combien de phrases est-ce qu'elle prononce? Tu as compté? Une dizaine, Max? Oui, alors déjà dans le roman, c'est-à-dire que qu'elle prononce, en réalité c'est difficile à dire, puisque dans mon roman, d'une certaine manière, très peu de personnages prononcent des phrases, vu qu'il n'y a jamais de discours direct, il n'y a jamais de dialogue, donc on passe systématiquement d'un personnage à l'autre. C'est également un des éléments qui m'intéressait dans le texte, c'est-à-dire qu'ils s'écrivent comme une sorte de conversation qui passe d'un personnage à l'autre. On passe, je sais pas, je pense qu'on en a tous fait l'expérience, on est à un dîner, on discute tous ensemble, et finalement quand on sort de ce dîner, on ne se souvient que très rarement de qui a dit quoi précisément. Donc en fait la conversation de tous les jours est beaucoup moins marquée que ce qu'elle peut être dans une convention littéraire. Et donc j'essaye aussi d'avoir cette parole qui circule d'un personnage à un autre, et effectivement elle circule très peu à travers Barbara Lys. Et alors, chacun tirera évidemment ce qu'il voudra de ton roman, parce que comme je disais tout à l'heure, il y a énormément de chemins de traverse, énormément de personnages. Tu joues un petit peu à paire de lecteur, même j'ai l'impression, et la lectrice de temps en temps. Pour moi, ce qui m'a vraiment intéressée, c'est la relation entre la mère et la fille. Donc la mère s'appelle Nina, la fille s'appelle Barbara. C'est une relation qui est à la fois très fusionnelle et assez compliquée. Nina, elle rejette ses racines polonaises. C'est elle qui a émigré en France. Elle a un français presque parfait. Alors quand sa fille lui annonce qu'elle part s'installer en Pologne, elle le ressent très violemment. Et ça sort d'ailleurs extrêmement violemment. Est-ce que tu veux nous lire cet extrait? Page 176, s'il te plaît. Donc c'est effectivement une réaction de Nina, donc de la mère de Barbara Lys, quand elle apprend que sa fille, pour des raisons qui lui échappent, mais qui sont peut-être, voilà, vous allez un peu découvrir dans cet extrait, a décidé de s'installer dans le pays qu'elle a fui et dont elle n'a rien transmis. C'est-à-dire qu'elle est arrivée, ça on l'apprend au cours du roman, elle arrive en France après la déclaration de l'état de siège en Pologne, quelques années après, la déclaration de l'état de siège c'est en 81, cette femme arrive en 85, on apprendra ensuite qu'elle arrive enceinte, et puis que quand cet enfant naît, eh bien elle veut que ce soit un enfant sans passé, sans histoire, qui se réinvente totalement, qui est une sorte... et qui est parfaitement français aussi, c'est également une des questions. Alors il faut avoir perdu la tête pour s'encrouter là-bas, au milieu de nulle part, dans le trou du cul de l'Europe, quitter le bon travail, sa vie, ses amis, sa mère, Paris, pour vivre avec les vaches au milieu des montagnes, à 20 km d'Auschwitz. La Pologne est le pays le plus triste du monde. Est-ce que Barbe s'en rend compte? Elle qui a toujours aimé le Sud, la Côte d'Azur, l'eau Méditerranée, l'huile d'olive, pourquoi a-t-elle choisi le pays des patates et de la margarine? Nina ne sait plus si c'est Barbara qui a répondu « par amour » ou si c'est de sa bouche que le mot est sorti comme une aberration, un scandale. Nina s'est souvent projetée grand-mère, mais elle n'a jamais imaginé qu'il y aurait un homme dans les parages, et encore moins un pavéo à l'odeur de betterave qui lui soulève l'estomac. Seulement elle, Barbara, et un bébé né de la fille et de la mère, comme une bouture. Nina s'est emballée, elle a crié des mots qu'elle aurait dû taire, elle les a aussitôt regrettés. Barbara est restée impassible, se contentant de hausser les épaules, un mur mou qui absorbe les coups sans renvoyer la balle. Nina n'a pas abandonné la partie pour autant. Les humains n'ont pas de racines, a-t-elle gueulé une autre fois au téléphone. Ils ont des jambes et des bras pour se déplacer, pour prendre le large. Rien ne les attache. Même le cordon ombilical, les mammifères le tranchent. On est chez soi là où on est bien. Les humains n'ont pas de racines. Là, c'est Kinga qui parle, à travers Nina. Oui, alors effectivement, je pense que quand on grandit immigré
on est en permanence renvoyé, alors peut-être que tout le monde l'est renvoyé d'une manière ou d'une autre, mais je crois que plus spécifiquement, évidemment, quand on est immigré, quand on a un prénom, alors en plus le mien, il indique une origine un peu complexe, hein, il n'est pas aussi immédiat peut-être que Piotr ou Pavel en termes d'origine polonaise. Kinga, on ne sait pas très bien d'où ça vient. Donc on est toujours renvoyé à ses racines, à ce d'où on vient. Mais cette question de d'où viens-tu, en réalité sa réponse, pourquoi serait-elle obligatoirement géographique ? Le d'où on vient de plein de choses. On vient effectivement des rencontres qu'on a faites, on vient de la famille dans laquelle on a grandi, on vient des histoires qu'on nous a racontées. Donc je ne sais pas si on est sans racines. En tout cas, cette question des racines qui a l'air d'aller de soi et d'inscrire quelque chose, évidemment, à l'arbre, à la terre, donc d'inscrire quelque chose qui soit lié à une histoire territoriale, à une histoire de territoire, eh bien ça ne paraît pas tellement aller de soi. Donc voilà, évidemment, j'ai voulu m'interroger sur cette notion-là. Et puis, mon premier roman, Patte Blanche, est un roman qui se déroule, dont les personnages sont tous issus de la bourgeoisie française. Et on m'avait dit à ce moment-là, j'avais eu à plusieurs reprises des questions sur mais qu'est-ce que tu es allé faire dans cette... pourquoi tu es allé parler de la bourgeoisie française ? J'ai même eu des interrogations sur le fait que dans le fond, avec mon nom, qu'est-ce que je pouvais bien y connaître ? Donc c'est marrant comme toujours le nom essentialise quelque chose, comme si on n'était pas un être en métamorphose, quoi, en transformation, comme si finalement il y avait une sorte de date ou d'origine qui devait vraiment déterminer tout le reste. Et puis évidemment il y avait des remarques souvent d'ailleurs plutôt bienveillantes, celles dont il faut parfois se méfier, qui me disaient mais alors quand est-ce que tu écris ton roman polonais ? Puis j'avais remarqué aussi une chose, quand on écrit un premier roman, je pense que vous avez des primo-romanciers, il y en a un également qui est récompensé, je crois, par un prix ici, donc il y a beaucoup de premiers romans qui ont circulé. En tout cas, moi j'ai constaté qu'avec mon premier roman, cette question de d'où tu écris, alors vraiment je le dis un peu volontairement comme ça, quoi, d'où tu écris, est très importante. C'est-à-dire que on demande finalement au premier primo-romancier, et peut-être même encore davantage à la primo-romancière, puisque ça c'est un essai d'Alice Zéniter qui s'appelle L'autre moitié du monde sur l'écriture sur les femmes, hein, donc c'est pas sur l'écriture féminine, là n'est pas sa question, c'est sur les femmes autrices et la manière dont elles prennent ou non l'autorisation d'écrire. Mais cette question de s'emparer pour une femme autrice d'une histoire fictionnelle, hein, j'écris de la fiction, que ce soit mon premier roman ou celui-ci, et de ne pas être dans l'autofiction, de ne pas être dans une écriture de l'intime, eh bien déjà, c'est peut-être quelque chose qui suscite pas mal d'interrogations. Et puis tout à coup, pour mon premier roman, d'avoir un roman qui parle d'un sujet que peut-être je ne connaîtrais pas, c'est-à-dire qu'il faut soit que ce soit une émanation de soi-même, donc voilà, on écrit sur un univers qu'on connaît, dont on est éventuellement expert. Alors ça oui, peut-être que si on écrit sur sa grand-mère, ou on écrit, alors là, on a une autorisation à écrire qui est peut-être plus grande. Voilà, en tout cas, c'était d'une certaine manière, ce roman-là, il a beaucoup il a des racines multiples, mais peut-être que l'une des racines, c'était également pourquoi tu n'écris pas ton roman sur le retour aux racines. Et ma manière de l'écrire, eh bien, c'est de passer par Barbara Alice, qui fait un drôle de retour aux racines. On va revenir à la Pologne, qui est un peu aussi un autre personnage du roman. Juste, je voudrais lire à mon tour un extrait qui illustre pour moi la richesse de la langue que tu proposes, et que tu malaxes d'ailleurs avec beaucoup d'humour. Barbara n'est pas heureuse, elles ont réussi l'extra-vie toutes les deux, la mère et la fille, sans qu'un seul gars s'en mêle. Et aujourd'hui, Barbara s'encombre de père. Aujourd'hui, elle veut savoir la vérité. Tu n'as pas assez à faire avec les couilles de ton mari. Il s'est amputassé ailleurs, ça y est. Les mots s'ordurent malgré elle, indéchiables. Et alors, ce qui est incroyable, c'est que Nina va faire un AVC. Elle qui avait toujours mis un point d'honneur à parler un français presque pas d'accent, elle commence à tout mélanger. Le français, le polonais, à inventer des mots. Et ça, tu t'en délectes, quoi. Tu inventes des mots, c'est absolument incroyable. Oui, alors, merci, mais c'est vrai que cette question de la langue, évidemment est centrale, parce que ça, pour le coup,
c'est toujours marrant parce qu'on se dit, ben voilà, je vais écrire un roman des origines pour finalement montrer qu'il n'y a pas d'origine et puis finalement on est rattrapé. C'est-à-dire que finalement j'ai passé plein de temps en Pologne pour écrire ce livre, j'ai interviewé des gens, j'ai passé mon temps à lire de la littérature polonaise et donc là où je voulais dire en fait tout cela est très loin de moi, ben, j'ai évidemment fini rattrapé. Mais ce qui me rattrape de manière assez réjouissante, c'est finalement la langue polonaise et sa vivacité. C'est aussi la littérature contemporaine polonaise qui est particulièrement vivante, inventive. Alors vous connaissez probablement Olga Tokarczuk, elle fait le prix Nobel de littérature, et qui a une langue et justement qui travaille sur le fait de rendre également aux Polonais toute sa diversité, que ce soit une identité polonaise qu'on dit, bah, si je vous demande qu'est-ce qu'un Polonais, vous allez me dire un blanc catholique et éventuellement qui picole de la vodka et éventuellement un plombier, on y reviendra. Enfin, voilà, je joue évidemment avec les clichés, mais enfin, on a l'image en tout cas du catholique, ce qui n'est pas faux, hein, c'est un pays qui est devenu progressivement à 93 ou 14% catholique. Mais en réalité, ça n'a pas toujours été le cas. Et donc finalement, rendre également à l'identité polonaise quelque chose de sa diversité, s'opposer à cette homogénéité identitaire prétendue, c'est également, c'est également ce que font actuellement les autrices polonaises. Elles le font notamment en détricotant la langue polonaise, en lui rendant parfois des régionalismes, en retrouvant, en lui rendant les mélanges ou les métissages qu'elle a pu connaître au fur et à mesure du temps, en lui restituant toute la richesse de, je sais pas, la culture juive, enfin voilà, donc il y a énormément de choses, et ça, je crois que moi, en tout cas, ce qui me permet parfois en tout cas, j'essaye de casser mes propres réflexes d'écriture de la langue française à travers le polonais. Et dans l'extrait qu'on a lu, eh bien, effectivement, on a ce personnage de Nina qui a fait des efforts pour gommer toute aspérité dans sa langue, hein, quelque chose qu'elle trouvait rude dans le polonais qui venait toujours et qu'elle a gommé au fur et à mesure qu'elle est parvenue à lisser. Et puis, elle fait à un moment donné un AVC, et soudain, eh bien, c'est tout le retour, évidemment, du refoulé, sa langue se détraque. Et ça, après, ça m'intéressait aussi beaucoup, parce que je me pose la question pour moi, dans un souci de mon propre vieillissement, c'est est-ce que je vais, au fur et à mesure des années qui passent, hein, parfois les gens vieillissent, et puis à un moment donné, ils oublient cette seconde langue. Et donc je me dis, peut-être que moi, à un moment donné, je ne parlerai plus de polonais, et peut-être que ce sera un drôle de polonais, un polonais des années 80, un polonais purement familial, et il faudra bien que mes enfants me comprennent. Donc ça, c'est un petit message pour que mes enfants, ma fille qui est là, apprennent le polonais, parce qu'on ne sait pas de quoi on va devoir se débarrasser. Alors c'est vrai que tu es arrivée en France à 6 ans, ça aussi on va en reparler. Je voudrais quand même, pour compléter la galerie de personnages, qu'on parle de tous ces personnages secondaires qui sont extrêmement nombreux. Donc il y a Val, la meilleure amie trans, qui a donc offert le lapin, on en reparlera aussi, à Barbara. Il y a son mari, alors tu disais les clichés polonais, etc. Il est plombier polonais. Tu fais exprès en fait d'aller chercher le seul exemple qui est ultra cliché sur la gente masculine polonaise. Ouais, mais parce que j'en ai pas rencontré d'autres, moi, des Polonais par des plombiers, je réfléchis. Dur à trouver en France quand même. Non, bien sûr, le plombier polonais. Alors, est-ce que vous vous souvenez un peu de l'origine de cette expression et de la manière dont elle est survenue en France? C'est la directive Bolkestein, exactement. Hein, c'est la directive. Libéraliser certains métiers. Voilà, en fait, c'est en 2004, la Pologne, 2004 ou 2005, pardon, je suis un peu nulle avec les dates, mais la Pologne entre dans l'Union européenne et on a en même temps, un certain nombre de débats. Des débats sur les travailleurs détachés, c'est-à-dire qu'il y a toute cette directive qui permet à des travailleurs de venir de Pologne ou d'autres pays. Je crois que dans la citation, c'était le plombier polonais et l'architecte hongrois, enfin je sais plus, mais tout le monde a oublié l'architecte hongrois. En revanche, le plombier polonais effectivement est resté, et c'était à l'origine Philippe de Villiers qui avait utilisé cette expression pour effectivement dire on ne veut pas qu'il n'y ait que des plombiers polonais, etc., etc. Et donc elle avait été reprise puisque on considérait qu'elle stigmatisait. Donc j'ai voulu, oui, jouer avec ce cliché
J'espère en jouer à la fois. J'ai essayé de faire de ce personnage qui s'appelle dans le roman, en fait, Barbara Alice rencontre à un moment donné un plombier polonais qui vient réparer sa douche. Bon voilà, après je manque d'imagination, il me fallait quelque chose, il fallait situer quelque chose, il fallait rendre la rencontre possible, donc le plombier est quand même assez pratique. Et ce plombier polonais arrive chez Barbara Alice, il y a une sorte de coup de foudre, d'autant que il lui apprend que son nom, Lys, qu'elle entend lisse comme on entend en français quelque chose de lisse, eh bien en polonais ça veut tout à fait dire autre chose, puisque lisse en polonais ça veut dire renard. Et donc peut-être par cette petite porte de son nom qui ne signifie pas exactement ce qu'elle croit, eh bien il lui permet, c'est pas seulement le lapin qui va la faire rentrer dans un terrier et la faire passer comme dans un autre monde, mais il y a peut-être aussi ce jeu du nom qui fait que tout à coup Barbara Alice, eh bien juste par l'entremise de ce plombier polonais a la possibilité de devenir quelqu'un d'autre. Et puis ce plombier polonais, évidemment, lui-même a une histoire. Je pense qu'au fur et à mesure du livre, il échappe au cliché, je l'espère. Et puis j'ai également voulu, j'ai fait à un moment donné de ma vie, j'ai fait un documentaire qui se passe dans une ville en Pologne qui s'appelle Wałbrzych, qui est une ville qui s'appelait Waldenburg auparavant, puisqu'elle c'était une ville allemande, donc avec les déplacements de population, ça devient Wałbrzych à partir de 1946. Et donc c'est une ville qu'il faut repeupler. Et c'est une ville avec beaucoup de mines dans l'ouest de la Pologne. Et donc en fait la Pologne a fait toute une politique pour encourager. Donc vous savez qu'il y a beaucoup de mineurs polonais qui sont venus travailler dans les mines en France dans les années 20. Et donc l'État polonais a envoyé en 1946 des membres du syndicat en Pologne, des gens du Parti communiste, dans les oiseaux. Quand on a une belle femme, on la montre, on est fier. Une parisienne surtout. Elle va s'ennuyer ici, qu'est-ce qu'elle va faire? Du Corée. Qui? Le fils de Maria Losseuse, qui travaille en France depuis belle lurette. Il a offert un appartement dans le centre de Géliès à sa mère et construit une maison. Un bon fils. Et il revient. Une villa avec une jolie petite couleur parme. Des balcons en fer forgé avec des fantaisies de ci, de là, il se croit sur la côte d'Azur. Parme. Rose comme le jambon. Il a réussi. Il n'a pas oublié son pays. J'ai un cousin qui a habité 3 ans dans le sud, à Marseille. Et il est rentré lui aussi. Non merci, là-bas c'était pas pour lui. Il paraît qu'elles sont sales, les Françaises. Pas coiffées, pas soignées, les ongles crasseux. Pourquoi tu penses qu'ils ont inventé les parfums, hein? Les mangeurs de grenouilles ne se lavent pas. Ils font des toilettes de chat. Ah, n'oublie pas que les Polonais leur ont appris à se servir de fourchette. Et comment ils mangeaient avant? Avec des baguettes. Ou des croissants. Elle est bonne. Ou avec leurs mains, comme les Arabes. Ah bah attends, ceux-là ils en manquent pas. N'empêche que de son terrain, il a une jolie petite vue à 180 degrés sur Babia Góra et 3 hectares de bois. Personnellement, je préférerais la Suisse, c'est plus propre. Il veut aménager un acrobranche géant, le plus grand d'Europe. Pologne, et là on est plongé dedans, hein, dans l'ambiance. Toi, tu y es allé faire des pèlerinages, des sortes de petits reportages en Pologne. Des pèlerinages. Tu dévoiles une fois, ça fait 2 mois que j'essaye de cacher. Non, mais tu es allé sur place pour pouvoir camper ces personnages. Justement, qu'est-ce que tu y as vu? Comment est-ce que la femme qui était arrivée de Pologne à l'âge de 6 ans, et qui n'est pas retournée dans le monde, je crois, comment est-ce que tu vois la Pologne contemporaine? Alors, j'y retournais quand même régulièrement. J'y ai vécu en 2017, 3-4 mois. La Pologne, c'est évidemment un des pays d'Europe qui est un des premiers à avoir aussi eu un gouvernement d'extrême droite. Donc c'était aussi ça, évidemment, c'était ça qui m'intéressait. L'une des choses sur lesquelles je travaillais déjà dans Pâte Blanche et sur laquelle je travaille dans Princesse, c'est le retour comme ça d'un repli sur soi, des conservatismes, enfin voilà. Donc je voulais vraiment travailler encore une fois et un peu différemment cette thématique-là et voir quel type d'implication elle pouvait aussi avoir sur le corps de la femme, sur les attentes, enfin voilà. Donc
comme je suis d'origine polonaise, que je parle la langue, la Pologne s'est un peu imposée comme peut-être ce pays qui allait représenter ça aussi en Europe. Hein. C'est-à-dire que j'ai pas la prétention de rendre compte de la Pologne dans son exactitude. Après, moi, je refuse un peu le terme de... je sais pas, quand parfois on dit on me dit, ce n'est plus du tout réaliste. Non, je crois que justement, j'essaye en tout cas d'écrire quelque chose de réaliste. Pour reprendre les mots de Gombrowicz, j'essaye d'avoir une sorte de réalisme acharné. Hein, c'est-à-dire, c'est comme si vraiment j'allais tellement regarder le sujet de près qu'il finit par se déformer jusqu'au grotesque. C'est peut-être plutôt davantage comme ça que j'essaye de travailler. Donc, pardon, je ne réponds pas du tout à ta question directement. Et je fais une petite... c'était quoi la question? La question c'était, c'était pas vraiment une question, c'était une observation. Tu es retourné en Pologne quand même. Ah oui, c'était le pèlerinage. Ces personnages ultra catho, ultra bigot. Et il y a aussi un personnage très important qui est ce prêtre, très 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 conservateur, anti-avortement, etc. Et qui est aussi très charismatique, qui est un peu le gourou dans son village. Alors voilà, il faut savoir que l'église polonaise, quand même, dans son ensemble, est très conservatrice. Je veux dire, on est vraiment là sur un catholicisme et sur une église qui n'est peut-être pas à l'image de toute l'église catholique globalement, mais qui, en tout cas, dans sa partie polonaise, il y a deux caractéristiques qui évidemment m'intéressaient. C'est d'une part c'est une église qui est très conservatrice et qui joue un grand rôle politique. Donc depuis l'arrivée au pouvoir du parti Droit et Justice, il n'y a pas de séparation en Pologne de l'église et de l'État, donc elle intervient assez régulièrement. Les prêtres font des discours politiques à la messe. Les églises sont de moins en moins fréquentées en réalité, mais ce qui n'est pas ce qui en réalité n'est pas un indice de son manque d'influence, puisqu'elle a pénétré un peu la vie quotidienne dans son ensemble. Elle influence beaucoup. J'ai été stupéfaite de découvrir lors de ces voyages, qui n'étaient pas complètement des pèlerinages, même si je veux bien croire qu'il y avait quelque chose chez moi qui cherchait les racines encore plus que ce que je voulais bien m'avouer, mais en tout cas, lors de ces voyages, j'ai interviewé beaucoup de gens. Je suis d'abord allée, la Pologne, il y a un peu un côté comme ce que j'ai entendu après la première élection de Trump et évidemment ensuite après la seconde. C'est vraiment un pays qui est coupé en deux, vraiment divisé entre ceux qui sont propices, et ceux qui sont contre. Et ce sont des gens qui parfois au sein d'une même famille ne se parlent plus. Voilà, ça on l'a beaucoup entendu. Mes parents étant plutôt de l'autre côté, donc de celui qui n'est pas du côté du conservatisme, j'ai finalement assez peu de gens dans l'entourage de mes parents, donc assez peu de gens avec lesquels je pouvais discuter et savoir, et c'est quand même la moitié de c'est quand même la moitié de la Pologne qui... Donc je suis allée plutôt dans des petites villes. Au début, j'ai passé du temps dans des familles à interviewer. Évidemment, quand on est sur place, les choses se passent toujours un peu différemment de ce qu'on imaginait. Mais l'une des questions qui m'intéressait, puisque la Pologne, peut-être que vous le savez, a une des politiques les plus restrictives d'Europe et du monde en termes d'avortement. Donc, on n'a plus le droit d'avorter en Pologne depuis 1993. Et depuis le gouvernement du PiS a accédé au pouvoir en Pologne, ils ont encore restreint le droit d'avortement, qui était uniquement autorisé en Pologne dans 3 cas: la mise en danger de la vie de la mère, pour cas de viol et de malformation fétale. Depuis leur accès au pouvoir, ils ont supprimé la possibilité d'avorter en cas de malformation fétale ou en cas de... Et donc, c'est en fait restreignant cette... c'est possible dans 2 cas, mais en réalité, les médecins ont systématiquement peur de pratiquer. Il y a une telle pression. Donc, en réalité, il y a eu évidemment des morts parmi les femmes qui se retrouvaient avec des grossesses compliquées, puisqu'on attendait bien souvent donc c'était une des questions. Ça avait été ça a soulevé des grands mouvements féministes en Pologne aussi. Et donc voilà, donc j'ai voulu m'intéresser à ça et j'ai découvert en étant sur place, qui était quelque chose que je ne connaissais pas forcément, que d'une part, c'était évidemment que cette pression-là n'était pas réservée aux petites villes, mais que dans le cas, par exemple, de la fécondation in vitro, ça c'était un sujet que je ne connaissais pas tellement, les mêmes questions se posaient. C'est-à-dire que les femmes étaient également soumises à une pression, donc il y avait une injonction
effectivement à se reproduire. Donc, on a quand même en France parlé de réarmement démographique. Voilà, de réarmement démographique. Merci. Donc on est quand même dans une thématique qui est là, qui traverse l'Europe, le monde, et j'ai découvert cette pression également sur la fécondation in vitro qui m'a intéressée. Alors, bien évidemment, ton propos passe aussi sur le corps des femmes comme enjeu de pouvoir. Dès qu'elle arrive dans ce village polonais dont on a entendu quelques habitants à l'instant, on scrute son ventre. On n'attend qu'une chose, c'est qu'elle donne un enfant à Pavel. Et il y a une chose un peu absurde, donc elle arrive avec son lapin, sa lapine, et elle reste sans enfant, tandis que sa lapine ne cesse de grossir, quelque chose d'assez absurde. Là, c'est là qu'on bascule un petit peu dans le fantastique. Qu'est-ce que tu peux nous dire sans qu'on dévoile trop la fin? Oui, alors déjà, cette lapine, elle va atteindre 1,60 m. Les lapins les plus grands dans le livre des records, ils sont à 1,40 m. Donc, c'est pas fantastique, c'est juste un peu exagéré. Hein, donc, mais on n'est pas non plus dans quelque chose qui n'existe pas du tout. Donc, qu'est-ce que je peux dire de ça? Oui, qu'effectivement, alors, quand j'étais en Pologne en 2017, il y avait une campagne de publicité du ministère de la Santé en Pologne. Il y avait un petit spot publicitaire que j'ai oublié, c'est-à-dire je l'ai vu à l'époque, et puis je l'ai effacé de ma mémoire. Ça, c'est très pratique, j'ai la mémoire très courte, ce qui fait que je peux réutiliser plein de choses sans même m'en rendre compte, puisque je les ai a priori oubliées. Et en fait, ce petit spot publicitaire, il mettait en scène un monde de lapins, avec des vrais lapins qui étaient représentés, enfin je veux dire pas du tout représentés, on voyait plein de lapins courir, et c'était pour dire vivez, mangez et reproduisez-vous comme des lapins. Donc faites du sport et tout ça, lancé par le ministère de la Santé. Donc il y avait quelque part là, voilà, le lapin, bon on connaît chaud lapin, enfin voilà, tout à coup le lapin est celui qui évidemment se reproduit assez facilement, donc c'est... oui, mon lapin princesse joue dans mon roman quelque chose, à chacun de l'interpréter comme il souhaite, mais quelque chose qui est à la fois le double du personnage principal. Et puis ça m'intéressait aussi de travailler sur ce motif de l'animal domestique, ce rapport qui est un peu étrange, quoi, où on est à la fois dans un rapport d'affection et de soumission, où il y a un animal qui... j'aime bien travailler dans mes livres sur ce qui, dans notre vie quotidienne, devient de plus en plus inquiétant, qui a l'air un lapin. Alors, un lapin, ça a l'air mignon, mais moyennement, moi, ça me fait un peu peur. Non, elle est pas... Non, princesse, elle fait peur un peu. À l'origine, c'est peut-être un petit lapin mignon, mais voilà, un lapin, c'est mignon, ça... Et en fait, progressivement, eh bien, de ce mignon-là, de ce qui a l'air familier, de ce qui a l'air domestique, va surgir quelque chose d'inquiétant, de menaçant, d'agressif. Voilà, ça m'intéressait aussi. Et cette lapine se met à cristalliser toutes les angoisses en fait, d'un village. Et ça fait penser évidemment au lapin d'Alice au Pays des Merveilles. Est-ce que c'est une inspiration aussi? Oui, alors il y a un peu d'Alice... Il y a un copain que j'ai vu peu de temps après après que le livre est sorti, on se voit et puis il arrive comme ça et il s'assied en face de moi, il me dit j'ai pas encore lu ton livre mais Barbare Alice. Je dis oui. Il dit c'est pour Barbare Alice. Oui. Ben, je comprends absolument pas où il veut en venir. Quoi. Je me dis qu'est-ce que c'est que ça, il fait un peu son malin. Et puis au bout d'un moment, je comprends qu'il veut me dire que lui a entendu Barbare, Alice. Comme Alice Barbare. Alors, j'aurais bien aimé, mais moi, j'y ai pas pensé tellement. J'ai évidemment pensé à Barbare pour Barbara, hein, ça c'est un des motifs, hein, les barbares de l'Est, etc., etc. Il y avait de la barbarie en Barbara. Il y a de l'Alice dans mon livre, mais je ne savais pas en l'appelant Barbare Alice. Moi, je n'ai pas entendu comme ça. Et donc ça, c'est vraiment agréable quand un livre vous échappe complètement et que vous voyez que finalement, ça a produit de la fiction ou du sens inconsciemment. Alors, il y a un lapin qui est sur le côté. Moi aussi, je veux voir. Ah, voilà. En tout cas, ce lapin jouera un rôle évidemment très important à la fin du livre. Je voudrais aussi qu'on parle d'un aspect, alors pour le coup vraiment très original de cette œuvre. C'est la première fois, je crois, qu'Armand propose un podcast qui donc est un peu dans la continuité du récit. C'est-à-dire que, je ne sais plus à quelle page, mais il y a un QR code dans ton livre, on le flash et on arrive sur un podcast
qui donc continue le récit, un prolongement du récit, et là les personnages prennent vie. Et là je voudrais que tu nous expliques comment ça s'est mis en forme et d'où est-ce que tu as eu l'idée, parce qu'encore une fois, moi j'avais jamais vu ça dans un roman, j'avais déjà vu dans un essai, mais jamais dans un roman. C'est là d'ailleurs, c'est si en plein milieu, donc voilà. C'est quand même à la fin, hein. C'est quand même dans la dernière. Ouais, c'est quand même un peu dans la dernière partie où effectivement, chères lectrices, chers lecteurs, ici nous vous proposons de reposer momentanément votre livre pour écouter l'épisode d'À vous d'y croire consacré à Barbara Alice en suivant le lien blablabla ou en scannant le QR code. À la fin de votre écoute, vous pouvez aller directement à la page 362. Je ne sais pas si vous vous souvenez ces livres dont on était le héros. Hein, donc ça c'était aussi un peu ça. À la page 362, vous pouvez également poursuivre votre lecture et écouter le podcast plus tard, autant de fois que vous le souhaitez. Vous êtes libre, profitez-en. Donc voilà, il fait 45 minutes, hein, le podcast. Il fait 45 minutes, donc effectivement, moi c'était... Donc ça arrive à la fin du roman, je vais rien dévoiler, mais la partie d'avant se termine sur quelque chose qu'on pourrait qualifier d'événement un peu spectaculaire. Voilà, j'en dirai pas plus. Et ensuite vient cette quatrième partie, qui est en réalité consacrée à la résonance que cet événement va avoir dans le monde. Voilà. Alors moi, dès le début, l'une des choses qui m'intéressait, c'était de savoir comment l'histoire d'un personnage qui ne dit rien de sa propre vie, de ses propres motifs, eh bien, va pouvoir être ressaisie et remâché par le reste et par le monde. Hein, on le voit en permanence. Hein, le monde n'est pas avare actuellement d'histoires où on a des personnages qui deviennent le symbole d'une lutte ou de quelque chose alors qu'eux-mêmes n'avaient pas demandé grand-chose. Les réseaux, évidemment, y contribuent. Donc ça m'intéressait de travailler sur cette histoire comme ça de transmission, presque virale, d'une personnalité pour qu'elle prenne différentes figures dans le monde. Et puis il y avait une autre chose, je ne sais pas si certains d'entre vous regardaient enfant une émission qui avait commencé, je pense, je sais pas, dans les années 85-90, je ne sais pas exactement, en tout cas j'étais déjà en France, donc, et c'était des gamins, ça commençait par des gamins en CM1 et ensuite on les retrouvait tous les 5 ans. Et je crois que ça s'appelait Que sont-ils devenus, quoi. Et 5 ans plus tard, etc. Bon, personne visiblement dans la salle n'a eu la même passion que moi pour cette émission, mais moi vraiment j'ai adoré cette émission. Et parfois à la fin des romans, ça c'est de nouveau le podcast, en fait je crois que c'est quelque chose que je cède à la fois à mon propre plaisir de romancière, mais également au plaisir que j'ai moi lectrice à parfois me dire on ferme un livre et quand on a bien aimé, bon voilà, on se demande parfois ce qui se passe après, et j'ai voulu proposer un peu ce podcast comme une excroissance. Et puis après je vous ai dit tout à l'heure qu'il n'y avait jamais de dialogue, qu'il n'y avait jamais de discours direct. Eh bien c'était un moyen, il y a une part de ce que j'ai fait ou de ma formation qui est très attachée au théâtre. J'ai un peu travaillé, j'ai traduit des pièces de théâtre, travaillé pour... Donc en fait j'aime ça, j'aime le dialogue même si je m'en prive dans mes romans. Tout à coup le podcast c'était quand même aussi un moyen de travailler sur une forme qui est en réalité une forme théâtrale. Et c'est le festival, hein, dans ce podcast. On y croise Trump, Poutine, Cyril Hanouna, parce qu'en fait, bon, encore une fois, c'est délicat parce qu'on ne veut pas dévoiler la fin, mais cette Barbara qui n'a jamais rien maîtrisé, finalement, elle devient un objet public, presque un objet de culte, mais on ne va pas dévoiler parce que franchement, la fin est incroyable, il faut absolument le lire. Mais là, tu t'es éclaté parce que tu as utilisé tous les moyens modernes, y compris l'IA pour Trump, ouais. Y compris l'IA pour Trump, c'est une monteuse qui a fait ça, ça a été tout un... Trump qui se déplace dans le village polonais, donc en question. Exactement. Et puis qui fait un discours officiel sur Barbara. Bon, évidemment, ça, je me suis amusée à l'écrire, et puis ensuite, c'était quand même fou de l'entendre, quoi. Bon. Et puis après, il y a, je crois, 10 comédiens dans le podcast. On l'a vraiment fait, c'est-à-dire que de nouveau, moi j'aime ce trouble où on ne sait pas exactement ce qu'on lit, et j'ai quand même des gens qui, même en arrivant là, même avec cet obstacle à la raison du lapin d'1,60 m pour 20 cm d'écart avec la réalité. Mais bon voilà, c'est vrai que mon roman à un moment donné part dans quelque chose, s'emballe, voilà, s'emballe. Mais malgré ça, eh bien le moment où les gens écoutent le podcast, et ça c'est une grande satisfaction, comme il est un peu tourné comme un... les pieds sur terre. Oui, voilà, les pieds sur terre, voilà, avec plusieurs personnages, et que j'ai demandé vraiment aux comédiens, parce que c'est des comédiens vraiment super, de jouer de manière très naturelle. Je voulais pas du tout que quelqu'un qui brancherait le podcast se dise « Ah, on a une fiction radiophonique ».
Je voulais que quelqu'un branche le podcast et se dise « Ah, je suis en train d'écouter Les Pieds sur Terre ». Voilà. Et donc, j'espère que ça marche. Moi, j'ai l'impression, et comme le mérite ne m'en revient qu'en toute petite partie et beaucoup aux comédiens, donc que je trouve super, j'ai l'impression que le podcast fonctionne hyper bien et qu'on a l'impression d'écouter un documentaire. Puis bon, j'adore ça, moi, les podcasts documentaires, donc c'était un petit plaisir. C'est un qu'on partage toutes les deux. Il est 3h moins 5. Pour finir, j'aimerais bien que tu nous lises un extrait. Alors, on a beaucoup parlé des femmes, alors un petit peu de Pavel, le mari, mais là, c'est une voix d'homme. Hein, et on se retrouve dans ouais, alors chambre. voilà, en fait, les personnages, donc, comme c'est un personnage secondaire, eh bien, on a une galerie de personnages. Là, on a beaucoup parlé de Pologne. On a moins parlé de la France. Il y a quand même toute une partie qui se déroule en France et où Barbara, avant de rencontrer Pavel, on sait d'elle que c'est une femme qui va un peu sur Tinder, qui bosse dans une grosse boîte. Et parce qu'il y a un scandale dans une barquette de jambon dans l'entreprise agroalimentaire où elle travaille, elle se rend à Châlons pour aller voir les ouvrières. Et à cette occasion, elle rencontre un certain Olivier avec lequel elle va passer une nuit. Ouais, et donc, et cet Olivier, eh bien... Ah oui, alors t'as pas lu aussi... ouais, bon, tu sais... et avec lequel elle va passer une nuit. Et là, ensuite, cet Olivier va revenir au chapitre 11. Et parce qu'il reçoit d'elle, il n'a plus jamais de nouvelles d'elle après cette nuit-là. Et puis, il reçoit enfin un message. Et voilà, je vous lis ce passage-là. On a un personnage français. Donc, il reçoit un texto. Barbara cherche une entreprise de travaux généraux à Paris. Peut-être qu'il a ça dans ses contacts. 3 lignes, banales, pragmatiques à pleurer, utilitaires jusqu'à la nausée, parmi lesquelles Olivier cherche une trace de ce qui s'est produit entre eux et qui ne peut pas disparaître, se dissoudre dans un flux d'événements sans intérêt. Impossible, n'est-ce pas ? Ce qu'Olivier a vécu avec Barbara dans la chambre 124 échappe à la destinée des choses ordinaires, à leur inévitable chute vers l'oubli, tels des dominos alignés pour la dégringolade. Du moins, c'est comme ça qu'Olivier envisage les choses. Il serait quand même étonné, vu ce qui s'est passé, que Barbara ne songe à lui que parce qu'il est chauffagiste et qu'il a déballé anecdote de chantier sur anecdote de chantier du temps perdu, mais il ne pouvait pas deviner alors combien précieux il était avant de monter dans la chambre 124. Dans la chambre 124, Barbara était devenue le monstre vorace et insatiable, merveilleux, qui avait exploré son corps, ce corps dont il ignorait les cavités, les brèches, les replis, les épaisseurs et les orifices, un corps que personne n'avait encore pris la peine de découvrir, un corps d'homme qui s'ignorait, qui se contentait de la surface de lui-même. Sous les baisers de Barbara, la peau d'Olivier s'était comme retournée pour laisser affleurer les terminaisons nerveuses. Le dedans avait surgi en dehors, et Olivier, qui n'avait jusqu'à présent jamais prêté qu'une dimension psychologique, intellectuelle ou religieuse, abstraite à son intériorité, l'apercevait à présent comme un territoire physique nouveau, où tout n'était que pulsation, battement, écoulement, jaillissement, un monde de sensations pures que Barbara révélait de ses doigts, sa main, son coude, toute la compacité de sa chair impudique, sans loi, qui s'aventurait en lui, le ravageait, abolissait les limites et les contours, bref, les avait noyés pendant 2 heures dans une jouissance sans équivalent. Et puis, elle lui avait demandé de partir. Pareil à ceux qui, après avoir vécu un événement d'une intensité hors du commun, perdent le goût de la vie ordinaire, il se sentait exsangue depuis sa demi-nuit avec Barbara. Chambre 124, une suite de chiffres devenue si puissamment érotique qu'Olivier ne pourrait plus jamais, à partir de cette soirée, l'envisager de manière tiède. Dorénavant, sa bite se mettrait au rendez-vous, au garde-à-vous, à la lecture d'un catalogue présentant des sèches-serviettes Akova, série W124, d'un devis d'études thermiques à 1 240 €, d'un relevé de consommation d'eau chaude sanitaire de 124 kWh par an. À chaque apparition fortuite de cette combinaison ensorcelée, des images pornographiques de la jeune femme se mettraient à clignoter dans un bas-fond de sa mémoire, longtemps après que Barbara Lys se serait effacée de ses souvenirs conscients. Mais, pour l'instant, il espère encore la revoir. Et lorsque, à 15h25, après 3 semaines de silence,
Son nom s'affiche sur l'écran du portable d'Olivier. Ce dernier pense que sa demande n'est qu'un prétexte et propose de se rendre lui-même à Paris pour lui donner un coup de main amical. Elle préférerait ne pas. Quelques heures plus tard, il lui envoie l'affiche d'une entreprise générale et un numéro de téléphone qui se termine par 124. La vie, c'est être chienne. Et ce même Olivier, donc, qui apparaît de manière fugace au début, on va le retrouver à la fin parce que finalement, la boucle est bouclée à la fin, il va faire un comité de soutien, etc. Là encore, je ne raconte pas. Le podcast. C'est Ouais. aussi un moyen de retrouver des personnages, comme c'est une ronde, voilà. Eh bien, il y a des personnages qui restent en France et qui disparaissent, comme dans la vie, il y a des gens. Et bien, j'avais envie de faire réapparaître des personnages dont on pouvait se dire, ceux-là, on les a plus vus. Et je disais aussi que tu aimais bien jouer avec ton lecteur. Est-ce que tu peux nous lire le chapitre 9, s'il te plaît? Et des quelle page? Page 80. J'espère que vous avez encore un peu de patience. Ouais, un petit peu de Page patience. 80, chapitre 9. Barbara Lee, c'est une chaudasse. Voilà. C'est le chapitre 9. Merci beaucoup, Kinga. Merci à Julien, Jean-Baptiste et Antoine qui ont fait des acteurs. Vous pouvez bien évidemment retrouver le dernier livre de Kinga dans la petite pièce à côté de, enfin là-bas, pour une dédicace, et la chambre 124. Et il y a aussi son premier roman, Page Blanche. Est-ce qu'il y a des questions? Julien, tu as une question? Ah, au fond, une question. Alors attends. Est-ce que vous avez passé en revue toutes les deux pas mal de personnages? Est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots du personnage de Val, qui est quand même Oui, alors Val, c'est l'amie d'enfance de Barbara. Alors quand Nina, donc la mère que vous avez eue tout à l'heure, arrive en France, eh bien elle bénéficie d'un grand mouvement de solidarité, ce qui était vraiment le cas à l'époque dans les années 80. Donc elle se retrouve logée, il y a une famille française qui lui prête une petite chambre de bonne dans un immeuble près de Saint-Sulpice. Et donc cette famille a un bel appartement en dessous où vit. Donc il y a une petite présentation. Enfin, il y a quelques chapitres avec cette famille-là, notamment parce que Val, qui est donc je me souviens plus maintenant de son nom de famille, mais qui est donc la petite fille qu'elle rencontre à ce moment-là, sauf qu'elle la rencontre. Voilà, ça c'est un. Je suis effectivement intéressée par les identités qui bougent. Donc quand Barbara Lee rencontre Val s'appelle Valentin. Et il y a d'ailleurs, et donc c'est un personnage qui va varier, c'est une femme trans, quoi, mais donc qui va, le mot ne me vient pas, mais enfin bon bref, qui va transitionner, merci. La fille qui a des blocages, qui va transitionner. Mais voilà, donc et donc ça m'intéressait effectivement d'avoir à la fois de travailler sur cette question de genre au sens large. Les personnages, il n'y a pas que le personnage de Val, pour lequel il y a une fluidité de genre ou un changement de genre. Il y a d'autres. Je vous laisserai découvrir au fur et à mesure des personnages, puisqu'évidemment l'une des choses qui m'intéresse, c'est réellement cette histoire de dépasser des catégories préétablies. Et donc voilà. Et puis j'aime beaucoup une autrice qui s'appelle Emmanuelle Bayamaktam, et qui est un personnage, qui est une autrice qui travaille beaucoup sur, qui a beaucoup de personnages trans dans ses romans et et je trouve que ça confère, ça permet de trouver une sorte de renouveau de personnages, de les sortir de catégories figées. Voilà, donc merci, oui, c'est un des personnages qui s'adresse directement à Barbara. Elle a aussi une forme de... Voilà. Y a-t-il une autre question? Non. Bon, alors merci d'avoir été aussi attentifs. Merci beaucoup.